de partenariat. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment en fait est-ce que ça impacte cette réflexion sur la stratégie de partenariat dans les pôles. Et donc, bien sûr, la conclusion auquel nous sommes parvenus, c'est que ça ouvre de nouvelles perspectives qui doivent être creusées, explorées ensemble au cours des mois qui viennent. Alors, deux sous-focus par rapport aux zones polaires. Donc, en ce qui concerne l'Arctique, donc comme je le disais, on a ce partenariat existant avec l'Université Laval à Munson Science, qui est largement considéré comme une success story, de façon relativement unanime, quelque chose qui a des résultats vraiment intéressants, qui fonctionne bien. Également, ce qui nous a été parfois signalé, c'est que ce partenariat, il s'appuie sur des relations de collaboration existantes, préexistantes. Donc peut-être qu'il y a aussi des conditions qui créent ce terrain favorable et qui font que, on ne peut pas forcément le reproduire tel quel absolument partout. Ces conditions, il faut aussi qu'elles soient déjà présentes peut-être en amont, en arrière-plan. Donc, en tout cas, parmi les partenariats possibles dans le domaine dans la région arctique, donc les acteurs qui sont présents, donc on a l'Allemagne, la Suède, la Norvège, la Grande-Bretagne, et là aussi des facilitateurs qui peuvent être mentionnés à travers des réseaux comme l'OFEG, également le réseau Arise qui est un levier intéressant. Et donc ici, de fait, la flotte océanographique française, dans notre lecture, pourrait y participer en tant que membre à part entière de ce réseau Arise. Le second sous-cas d'étude, donc l'Antarctique, ici, là, on voit clairement l'effet levier de la construction du Michel Rocard et notamment d'importantes possibilités de coopération avec l'Australie qui pourront probablement être facilitées par la présence partielle du navire à Hobart. Ensuite, nous avons identifié d'autres pistes de partenariat possibles, par exemple l'Italie avec Laura Bassi. Donc, les acteurs avec lesquels nous avons échangé nous ont dit que l'Italie était très favorable pour mettre ce navire à disposition, donc avec un système de facturation mais compétitif entre guillemets, et donc qui vise essentiellement à couvrir les coûts, mais dans une optique de coopération, également de mise en valeur de ce navire à l'échelle internationale. L'Afrique du Sud, comme je l'ai déjà mentionné, également la Corée du Sud, avec évidemment une ouverture à la discussion sur ces perspectives. Et donc d'une manière générale, ce qui est apparu également, c'est que le fait de disposer de cette infrastructure importante que sera le Michel Rocard aura un fort effet levier en tant que, entre guillemets, monnaie d'échange pour faciliter les partenariats dans une démarche d'échange et de partage d'équipements. Alors, quelques conclusions générales qui vont au-delà des derniers points que j'ai mentionnés. Là encore, on fait vraiment le lien avec le volet 1 de l'étude, à savoir qu'une fois qu'on a identifié quelques acteurs clés dans les différents bassins que nous avons mentionnés, évidemment, la faisabilité de ces partenariats va être conditionnée par les aspects qui sont mis en avant dans le volet 1 de l'étude, à savoir des facteurs organisationnels, également des facteurs politiques, pour ne pas dire dans certains cas des facteurs géopolitiques. Ce qui nous est apparu, et alors là, je pense que c'est un point avec lequel beaucoup d'entre vous sans doute seront d'accord, mais c'est que le fait de poursuivre le travail de coordination à l'échelle européenne pour renforcer les mutualisations de ressources, pour renforcer également l'accès transnational aux différentes flottes, c'est quelque chose qu'on ne peut que recommander. Ça a un effet levier qui est concret, qui est mesurable, et ça permet également d'agir sur les facteurs opérationnels qui facilitent le déploiement des partenariats.
Un point également qui nous a interpellés, c'est que cette étude, elle a été produite là, donc en décembre, janvier 2023-2024. On peut supposer que dans 6 mois, elle sera déjà en partie obsolète, pour ne pas dire avant, puisque les intérêts scientifiques dans les différentes régions peuvent évoluer, la structuration des opérateurs peut évoluer, l'état des lieux, des ressources, des équipements disponibles pour les différents opérateurs peuvent évoluer. Par exemple, en ce qui concerne les brise-glaces, il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui construisent des brise-glaces. Il y en a peut-être certains qui vont être décommissionnés, etc. Donc, pour cette raison, par-delà cette étude qui a été réalisée au Tenté, ce qui nous semblerait intéressant, et là encore, c'est quelque chose que nous soumettons à la discussion, et c'est une conclusion qui n'engage que nous en tant qu'observateurs extérieurs, mais la création au sein de la direction de la flotte océanographique d'un pôle des partenariats structurants qui pourraient avoir cette mission, donc à la fois de réaliser une veille sur les opportunités, également donc de déployer la stratégie de partenariat qui est définie par le comité directeur de la flotte, donc au service des besoins scientifiques de l'ensemble des usagers de la flotte. Ça pourrait donner une véritable force d'action et également, en un certain sens, poursuivre le travail d'unification qui a été réalisé au cours des dernières années. Un dernier point, c'est peut-être une question que certaines d'entre vous souhaiteraient poser. Pourquoi est-ce que nous nous sommes limités au cas d'études que j'ai mentionné et que nous n'avons pas inclus donc, le bassin atlantique dans notre étude? Alors, le premier niveau de réponse, c'est que tout simplement, il y avait cette idée d'avoir quelques cas d'études sans rechercher l'exhaustivité et que peut-être, donc, dans le cas du Pacifique, dans le cas de l'océan Indien, on avait besoin d'aller chercher un petit peu plus d'informations, alors que dans le cas du bassin atlantique, à travers les réseaux, il y a des informations qui sont disponibles et des circuits qui sont disponibles. Mais le deuxième niveau de la réponse, c'est que de fait, en fait, il serait très intéressant de poursuivre l'étude de façon systématique à l'échelle du bassin atlantique. Et pour faire le lien avec le point précédent, justement, il nous semble que le fait qu'il y ait au sein de la DFO cette démarche ou ces structures qui permettent de faire cette veille en temps réel, ce suivi en temps réel, c'est aussi quelque chose qui pourrait donner lieu à cette poursuite de façon plus exhaustive de cette étude que nous avons produite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sabine Plot. Je propose qu'on enchaîne directement avec la présentation suivante. On a pris pas mal de retard si on veut avoir le temps de déjeuner. On a encore 2 présentations. Olivier Lefort, voilà, sachant que évidemment vous pourrez tout à fait poser vos questions cet après-midi durant les ateliers pour reparler de cette étude de Siris Académique. Et donc on enchaîne avec Olivier Lefort pour un point d'étape sur Euroflits. Oui, en fait, ça va faire je m'inscris directement dans la suite de Sabine et je crois que c'est une bonne chose parce que finalement, elle a déjà évoqué un certain nombre de choses, donc je vais pouvoir passer assez rapidement. Mais mon sujet, c'est de vous montrer un petit peu où on va sur un cas qui est plus direct et plus particulier, qui est l'approfondissement ou de faire perdurer la coopération européenne en termes de flotte. Donc je ne reviendrai pas sur les partenariats internationaux, Sabine les a listés, mais c'est vrai que l'IRSO, par exemple, est un forum. C'est une rencontre tous les ans dans laquelle les opérateurs se rencontrent. Ça permet de se connaître, ça permet de réseauter, mais il n'y a pas d'action concrète derrière. Par contre, il y a de l'échange d'informations. Ça permet d'avoir des contacts quand on a un problème à l'autre bout du monde. Le point qu'a évoqué Sabine aussi, c'est le RVANZA, qui à ce stade n'est qu'un réseau aujourd'hui de gens qui se sont dit mais on travaille dans la même zone et peut-être qu'à un moment donné, on pourrait avoir intérêt quelque part à renforcer nos liens. Mais à ce stade, pour nous, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est juste l'autre bout de la Terre et ils semblent voisins. C'est des gens qui n'ont aucune habitude de travailler ensemble.
Donc aujourd'hui, ils sont dans une phase finalement d'appropriation de la différence de l'autre, de mieux se connaître. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont invités. Et pour compléter ce que disait Sabine, par exemple, dans les discussions qu'on a pu avoir avec les Australiens ou les Néo-Zélandais, ce qu'ils nous disent, c'est oui, on est complètement d'accord pour faire de l'échange de temps bateau avec vous. Mais en définitive, nous n'avons pas le droit, l'État ne nous autorise pas à dépenser de l'argent public pour d'autres pays. Donc à un moment donné, ce qui relève des opérateurs va devoir aussi monter et trouver un relais politique si on veut renforcer ces partenariats, parce que tout seul, on n'y arrivera pas forcément. Mais ce n'est pas le sujet de ma présentation, c'est de revenir sur la partie européenne. Donc aujourd'hui, nous avons 2 réseaux principaux de coopération en Europe, qui sont l'OFEG, qui est un partenariat historique qui existe depuis 1996 et qui concerne 6 pays. C'est un club de riches. C'est un club de riches qui ont la plupart des gros bateaux hauturiers en Europe et qui finalement essayent relativement marginalement finalement de coordonner leur flotte, mais surtout en allant chercher chez l'autre le moyen qu'ils n'ont pas à un moment donné, à un lieu donné. Donc ça donne lieu à l'échange de temps navire. Donc il n'y a pas de facturation croisée, il y a une comptabilité de points. Nous devons X points aux Allemands, les Allemands doivent un autre nombre de points aux Néerlandais et autres. Ça fonctionne, mais c'est vraiment un dispositif relativement marginal et sur lequel il n'y a pas une appétence très grande des acteurs de l'OFEG pour aller plus loin, du moins pour l'instant. Vous avez tous entendu parler d'Euroflits. Alors Euroflits, c'est important. C'est un projet européen qui a été monté autour d'une meilleure coordination des flottes européennes et dont le premier date d'il y a presque 15 ans maintenant, qui s'appelait Euroflits 1, qui a été suivi d'un Euroflits 2 et qui s'est beaucoup focalisé à travers des financements venant de l'Europe à faire ce qu'on appelle du transnational access, c'est-à-dire de permettre à des équipes soit nationales, soit transnationales, de déposer des projets qui sont évalués par un panel qui était piloté par Euroflits et lequel attribuait des navires et le financement du temps navire était d'origine européenne. Je dis était puisque Euroflits Plus, qui est le dernier projet, s'est terminé la semaine dernière. C'était à la fin de ce projet. Et la question qui s'est posée, alors que dans l'OFEG, il n'y a que 6 membres, dans Euroflits, je crois qu'on a été jusqu'à une trentaine de membres, des pays de toute taille, des opérateurs de toute taille. Et on a vu émerger à ce titre une forme de communauté d'opérateurs qui n'existait absolument pas jusque-là. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Avec le fait que la manne de l'Europe s'arrêtant, on a vu le moment où, en définitive, ce réseau allait complètement s'effondrer. Ce qui n'est sans doute pas la meilleure des choses aujourd'hui, et surtout quand on veut construire l'avenir. Donc, donc, ça a été dit précédemment, donc, la France a une situation unique. Elle est la première à avoir unifié sa flotte en Europe. Par contre, les perspectives d'intégration ou de coopération, parce que le terme intégration est encore relativement tabou dans beaucoup de pays, elles sont extrêmement ralenties par la situation très balkanisée des flottes, c'est le terme qu'a utilisé Sabine, puisqu'aujourd'hui on a 62 opérateurs pour 99 navires, ce qui fait que les collaborations ne sont pas absolument évidentes à construire. Et comme je l'ai dit, on a fait le constat que la fin du cycle de vie des projets Euroflits ne devait pas être la disparition d'un réseau qui, effectivement, est finalement beaucoup plus vaste que celui qui existait dans l'OFEG. Donc, nous avons donc décidé avec le CNR italien, avec le Marine Institute en Irlande, puisque c'est eux qui portaient le dernier projet Euroflits, alors que les 2 premiers étaient portés par l'Ifremer, le Airbins, de créer une association internationale de droit belge, je vais y revenir, pour prendre le relais de ce qui s'est construit dans Euroflits. Cette association s'appellera Euroflits parce que finalement le terme il est resté dans le domaine courant, et pour renforcer notre réseau et la visée finalement c'est d'avancer vers l'ESFRI dans la logique d'une infrastructure distribuée entre différents opérateurs nationaux. La cible d'Euroflits, elle est très claire. C'est de préparer l'avenir, c'est de mettre en place, au regard de la situation actuelle, et de piloter un groupe de travail stratégique permanent. On a
le rapport de l'European Marine Board, il a été, dont a parlé Sabine également, sur l'état des flottes européennes, on l'a écrit à plusieurs, et la plupart d'entre nous étaient issus de ce réseau, et on a à l'occasion développé un lien assez important avec le Marine Board. Et donc, ce qui nous paraît important, c'est 3 points. C'est de développer une vision consolidée des enjeux scientifiques auxquels les flottes devront répondre. Aujourd'hui, on a chacun, on essaye d'apporter une réponse à la problématique de notre communauté nationale. Je pense qu'il faut qu'on arrive à partager ça, puisque si on veut imaginer des collaborations, des complémentarités, il faut qu'on ait une vision complète et globale de ce que les communautés dans leur ensemble estiment être les enjeux auxquels elles devront répondre. Il y a un sujet sur les leviers qui permettent d'accélérer la transition environnementale, et je pense que quand on parle de financement, il nous paraît important de proposer une forme de feuille de route concertée sur le fait qu'il faut que nous innovions ensemble. Nous faisons tous le même constat que les financements aujourd'hui, eh bien pour décarboner l'activité, pour être innovant, eh bien, il faut non seulement du budget, mais il faut plus de budget que nous n'en avons aujourd'hui. Et donc là, il y a tout un aspect de lobbying derrière. Et enfin, de construire ou de construire le chemin pour des partenariats transnationaux qui vont permettre de mutualiser les moyens sur zone. On a parlé tout à l'heure de, par exemple, les Açores. Tous les étés, il y a 2-3 bateaux de pays différents qui vont aux Açores. Si, dans les perspectives, dans les leviers qui sont identifiés, c'est de diminuer les transits, eh ben, une façon un peu concrète, c'est de dire qu'il y a un bateau qui va réaliser un certain nombre de campagnes. Mais ce qui sous-entend une autre chose qui a été soulignée précédemment, c'est qu'il faut que la qualité et le niveau de service soient le même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'échanger un service connu au niveau national pour un service qui est moins bon pour les équipes. Et donc, notre sujet aussi, c'est de sortir de ce réseau d'opérateurs pour faire monter le message au niveau du politique, et donc d'inviter tous les ans les tutelles nationales. Elles sont importantes, elles sont peu présentes dans le réseau des opérateurs, à une journée de reporting afin de les impliquer plus étroitement dans la construction de cette infrastructure. C'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué dans FlixPlus, c'est-à-dire c'est resté finalement un réseau d'opérateurs qui n'a pas trouvé de relais, comme d'autres ont su le faire sur la route de l'Esfri, au niveau de leur tutelle nationale. Les autres services, c'est, pour ce qui vous concerne, plus marginal pour le premier. C'est un secrétariat exécutif pour un réseau identique à l'IRSO qui existe en Europe, qui s'appelle l'ERVO, et qui aura pour objet finalement de sanctuariser tout ce qui a été fait dans Euroflix. On a parlé de possibilités d'interopérabilité d'un point de vue technique. Il y a eu des choses de fait dans Euroflix. Il y a eu des standards, il y a eu des discussions. On a parlé hier de sismique. On est arrivé à se coordonner avec les Espagnols sur finalement l'achat en France d'une sismique qui soit cohérente opérationnellement avec la leur. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, il y a eu des expérimentations dans le cadre d'Euroflix autour de campagnes dites de formation. Donc la question, ce n'est pas de recréer une xème instance pour proposer soit de la formation auprès des opérateurs techniques, parce que jusqu'à présent, il y avait un trou sur le sujet, ou alors simplement des programmes de formation sous forme de campagnes d'enseignement à la mer. Donc, encore une fois, c'est peut-être de faire levier, de faire en sorte que des initiatives qui ne trouvent pas de solution dans un pays puissent en trouver à travers une collaboration sur un bateau, une campagne peut-être plus ouverte à un moment donné que nous ne pouvons le faire au niveau national. Et enfin, c'est de développer le portail d'information sur les flottes européennes qui aujourd'hui est embryonnaire. Il y a des choses qui existent au niveau d'Eurocéan. Il y a des choses qui ont été portées par Euroflix, mais qui ne permettent pas d'avoir la vision actuelle. Et Sabine l'a évoqué aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, si on veut avoir une vision sur l'ensemble des campagnes réalisées, ne serait-ce que par les navires européens, il y a des trous dans les CSR. Et certains pays ne les ont pas remplis pendant 10 ans, et pas des petits pays. Donc en définitive, il y a tout un travail à faire sur l'information, non pas recréer ce qui existe, mais être capable de mettre en lien et d'adresser vers les bons endroits.
là où se trouve l'information. Voilà, alors le calendrier de tout ça, nous avons tenu une réunion en janvier. En juin 2024, on va partager les objectifs lors d'un réunion annuelle de l'ERVO, qui est ce club élargi des opérateurs de flotte en Europe. La finalisation des statuts pour octobre et création de la ISBL en décembre. L'objectif étant d'aller chercher finalement une chambre d'écho politique où Lord Lunox à Nice en juin 2027, en faisant en sorte de suggérer à tous ceux qui sont là aussi de venir rejoindre le Eurofleet. Ma foi, que ce soit à la fois une opportunité de visibilité pour eux et une opportunité pour nous aussi d'aller chercher des acteurs complémentaires. Voilà. Merci Olivier Lefort. On va conclure cette matinée avec la présentation de 2 élèves administratrices des affaires maritimes, Rosaine Audinet et Maria Gillin, autour des initiatives et opportunités privées pour l'océanographie. Donc, bonjour à tous. Je vais à présent vous présenter un panorama des initiatives privées dans le domaine de l'océanographie et évoquer d'éventuelles perspectives partenariales. La présentation se fera en 5 temps. Tout d'abord, nous allons parler du projet et du contexte dans lequel il s'inscrit. Ensuite, on parlera de la méthodologie que nous avons adoptée. Ensuite, on fera un point d'étape de nos recherches. Et enfin, Maria vous présentera un outil d'aide à la décision sur lequel nous sommes en train de travailler dans le cadre de cette prospective. Donc, pour le contexte, je suis élève administratrice des affaires maritimes et j'ai travaillé avec 6 camarades de promotion sur ce sujet. Donc, à l'issue d'un bac+5 et d'un concours, nous sommes formés à l'école du service public de la mer pendant 2 ans et on alterne entre des embarquements au commerce, à la pêche, à la marine nationale et des cours théoriques sur la protection de l'environnement marin, la planification maritime, l'administration de la mer et du littoral ou encore l'économie bleue. Donc on est sensible à l'importance de la recherche océanographique et nous souhaitions découvrir davantage la FOF et c'est pour ça qu'on a décidé de s'engager dans ce projet. Donc nous avons débuté nos recherches en septembre en étroite collaboration avec la FOF et nous remercions Jean-François Bourrier, Maximilien Simon et Marianne Alounou-Brouchia pour tous leurs conseils. Nous avons ensuite mené une série d'entretiens avec des initiatives privées. Donc pour sélectionner les acteurs et le champ d'études, nous avons porté attention à ce que les moyens navals sélectionnés soient déjà aménagés pour la recherche scientifique. Nous avons privilégié les associations et fondations et les initiatives privées françaises, européennes et anglo-saxonnes. Donc ce graphique vous donne une idée de la taille des navires de ce périmètre, qui sont plutôt compris entre 20 et 30 mètres, et avec une capacité d'accueil de 5 à 10 scientifiques. Ici, vous voyez les 16 acteurs identifiés dans le cadre de cette étude. Vous voyez que ce sont des initiatives variées. On attend des voiliers que des navires à propulsion plus classique, des moyens bien identifiés en océanographie comme le Tara, mais d'autres dans d'autres domaines comme le plastique Odyssée. Nous avons également décidé d'inclure dans ce projet de recherche les navires océanographiques encore en projet, comme vous pouvez le voir avec Esprit de Velox et Sea Orbiter. Donc nous avons sélectionné les acteurs et nous avons construit une grille pour répondre aux attentes de la FOF et à vos attentes et identifier les informations qui vous seraient utiles pour réaliser des arbitrages éventuels. Nous avons donc interrogé les différentes initiatives sur leur politique de données, sur l'indépendance des scientifiques, leurs sources de financement, mais également les zones de déploiement et les équipements scientifiques à bord. Donc là, vous voyez un peu les grilles qui nous permettaient d'organiser nos entretiens. Donc ça, c'est comme ça qu'on a procédé. On se présentait toujours par mail avec une lettre de mission qui avait été co-signée par le directeur de la FOF, Monsieur Lefort, et le directeur de notre école, Édouard Perrier. On a réalisé des entretiens en visio d'1 heure et rédigé des comptes rendus qu'on pourra vous présenter lors de l'atelier C cet après-midi.
Donc voilà, pour un point d'étape, les entretiens que nous avons déjà menés. Donc on en a mené 8. Il y a à la fois des voiliers et des projets, comme vous pouvez le voir avec Esprit de Vélox et Sea Orbiter. Nous avons des entretiens prévus avec d'autres acteurs qui étaient dans la prospective et que vous pouvez voir ici. Donc là, pour vous donner une idée, c'est les zones de déploiement des acteurs que nous avons déjà interrogés. Et on peut voir qu'ils ils peuvent être déployés dans le Pacifique et en zone polaire notamment. Ici, vous avez les équipements principaux scientifiques à bord, pour vous donner une idée un peu de ce qu'ont à offrir les acteurs interrogés. Et vous voyez que la case laboratoire de recherche est à chaque fois remplie parce que c'était un des critères pour faire partie du panel. Donc je vais laisser Maria vous présenter un outil d'aide à la décision en cours de consolidation qui s'inscrit dans la démarche de notre étude et qui vise à éclairer la FOF sur son positionnement à venir par rapport à ses initiatives privées. Merci Rosen. Voilà, donc en effet, nous sommes en train de travailler sur un outil d'aide à la décision qui est un document de travail à ce stade et qui se présente comme une grille d'analyse d'un ensemble de critères que nous allons voir dans un instant, dans le but d'avoir un partenariat le plus éthique possible. On ne va pas revenir longuement sur la définition d'éthique qui a été évoquée hier lors de la table ronde, mais comme ce qui a été défini hier, l'éthique, on adopte une définition assez large, et pour reprendre les termes d'Axel Kahn, l'éthique peut être définie comme une interrogation sur la vie bonne et sur les valeurs qui la fondent, et on part du principe que le respect de l'environnement fait partie intégrante de l'éthique de la recherche. Voilà, donc l'idée de cette grille, c'est de penser les questions éthiques en amont, c'est-à-dire avant la négociation et la conclusion potentielle d'un partenariat entre d'une part la FOF et d'autre part un partenaire privé, l'un des partenaires privés par exemple qui a été évoqué par Rosen. Et cette grille d'analyse s'effectue au cas par cas, bien entendu. Voici une version synthétique de cette grille d'analyse. On n'a pas pu tout mettre dans une diapositive. Toutefois, nous avons imprimé cette grille d'analyse de manière détaillée pour l'atelier C. Donc on vous invite à venir à cet atelier, à en discuter avec nous, à avoir vos retours. Et pour présenter son fonctionnement brièvement, elle se divise en 3 parties. Donc des lignes rouges, balance entre apport scientifique et impact environnemental et social, et enfin source de financement du partenaire privé. Pour les 2 premières parties, on s'est inspiré du dernier avis du COMET, qui pareil a été présenté hier. Et l'idée, c'est de se dire que ces lignes rouges, elles sont cumulatives. Donc si la réponse à l'un de ces critères est oui, alors nous déconseillons l'existence d'un partenariat entre la FOF et le partenaire privé analysé. Et ensuite, la seconde partie de cette grille d'analyse, il y a des points positifs, négatifs et positifs ou négatifs. 2 précisions. La première, c'est qu'on va devoir équilibrer les points positifs et les points négatifs. Et ensuite, il est possible de pondérer en fonction des critères. C'est-à-dire que si la FOF décide que l'un des critères est plus important qu'un autre, il est possible de procéder ainsi. Voilà. Et ce que je voulais finir par dire, c'est que cette grille d'analyse est complémentaire par rapport à tout le travail qui a été effectué avant, parce qu'en remplissant en collectant les informations des entretiens, des partenaires avec qui on a mené des entretiens, en fait, ça nous permet aussi d'alimenter cette grille d'analyse. Voilà, donc la conclusion, et on aura l'occasion de revenir sur tous ces critères et ces sous-critères au cours de l'atelier C, c'est que ceci est un document de travail et on vous invite à venir faire vos retours. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Avant le déjeuner, je propose qu'on prenne une ou deux questions sur les trois présentations de cette session. Merci beaucoup pour votre présentation. Un petit point, juste pour comprendre quelle a été la façon dont vous avez fait votre benchmark pour identifier les initiatives privées potentielles. J'en vois une qui aurait pu être intégrée, c'est 7e continent, par exemple, qui possède une goélette à voile qui travaille beaucoup évidemment sur le plastique, mais pas que. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce parmi aussi ces initiatives privées, il serait intéressant de connaître celles qui sont plutôt proactives vers la FOF pour essayer d'avoir qui souhaitent mettre en place un partenariat avec la FOF, et versus celles qui travaillent sans qu'on ait besoin sans qu'il y ait un regard particulier vis-à-vis de la FOF, quoi. Je peux peut-être compléter. Il serait probablement intéressant que d'une manière ou d'une autre, il y ait un regard scientifique sur ce qui est prévu. C'est un peu ça, c'est dans ce sens-là que tu dis les choses. Écoutez, pour répondre aux premières questions, alors sur la façon dont on a élaboré le benchmark, on a travaillé avec Maximilien Simon et Jean-François Bourrillet. Et donc on avait établi des critères pour repérer ces initiatives. Donc on a fait des recherches pour les trouver. On s'est renseigné auprès de justement la FOF sur ceux qui connaissaient, ceux dont on avait les contacts. Et on a arrêté un nombre d'initiatives qui nous permettaient de traiter une partie du sujet cette année. Donc c'est pour ça qu'il y en a 16 et pas plus, parce que ça nous paraissait difficilement envisageable d'en avoir davantage. Et encore une fois, en fait, ce travail, c'est un travail un peu d'aide à la décision. C'est que nous, on vous apporte un peu de la donnée brute de ces entretiens. Et ensuite, nous, on ne va pas prendre position sur quel partenariat il faudrait faire ou pas. C'est plus des outils. Sur la volonté des partenaires de s'engager avec la FOF, c'est des questions qu'on pose pendant les entretiens. Et on a aussi une idée du ressenti dans les échanges. Et on y est assez attentive. Et ensuite, bien sûr, la démarche, je pense qu'elle viendra après cette étude. C'est est-ce que le partenaire revient vers la FOF pour se renseigner, ou est-ce qu'il ne reprend pas contact, ou est-ce que la FOF va vers ses potentiels partenaires. Donc en fait, c'est un premier travail qui pourrait faire en sorte qu'il y ait des partenariats, mais encore une fois, c'est pas tout le travail, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'ai une question et j'ai le micro. C'est une question pour Olivier Lefort. C'est dans la présentation de Céris et puis la tienne également, on évoque toujours le développement des partenariats dans le but de réduire l'empreinte environnementale. Bon, c'est évidemment très bien, mais et je pense là plus particulièrement à Eurofleet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des idées concrètes avec des chiffres à l'appui de tout ce que le développement de l'ISBL et puis des facteurs technologiques là, permet d'économiser en termes financiers? Donc c'est des exercices qu'on a nous essayé de faire dans le cas des gliders par exemple. On n'y a pas vraiment réussi. À ISBL, Eurofleet qui est plus mûr, vous avez peut-être cette capacité. Donc est-ce que vous pouvez mettre des chiffres lorsqu'on se met à mutualiser des services entre flottes? Ou c'est encore prématuré? Merci. Alors, pour ce qui concerne Eurofleet, c'est absolument prématuré parce que la question n'a jamais été abordée dans le cadre des projets Eurofleet. Le sujet de la ISBL, il est multiple. Hein. La visée n'est pas que réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a, dans le sujet d'Eurofleet, il y avait aussi l'accompagnement de la structuration d'une recherche européenne, une capacité à répondre à des projets qui soient d'équipes scientifiques transnationales. Et ça, c'est quelque chose qui, si on laisse s'éteindre cette voie-là, n'existera plus, et qui est souhaité aussi par d'autres pays. Donc il n'y a pas que le sujet de la décarbonation de l'activité. Et pour répondre à la question, par exemple, par rapport à l'analyse qui a été faite sur l'Indien et le Pacifique, je pense que on l'a évoqué déjà, un de nos sujets, c'est les transits. Si on veut... Voilà. Donc, ce qui se dessine dans les deux slides sur l'Indien et le Pacifique, c'est effectivement des partenariats possibles. Aujourd'hui, cette étude, elle va nous permettre aussi, dans le cadre de la construction des scénarios et de la PMT, d'esquisser ce qui pourrait être des partenariats qui vont être
vraiment permettre d'infléchir sur, par exemple, le sujet des transits. C'est plus, je pense qu'il faut prendre tout ça comme un point de départ, un matériau qui vont nous permettre, à travers ce qui va se discuter cet après-midi, par exemple, dans les différents ateliers, de choisir, de sélectionner certains leviers et d'avancer là-dessus. Oui, François Ollier. Moi, j'avais un commentaire et deux questions. Le premier commentaire, c'est... j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai été administrateur au CNES. D'une certaine manière, la flotte et les questions d'océanographie sont trop grosses pour qu'on ne puisse pas se poser la question de la mutualisation. Dans d'autres domaines, confère mon expérience dans l'agriculture, on se la pose beaucoup moins. Donc c'est trop gros pour qu'on ne puisse pas se poser la question. Et c'est trop petit pour qu'on ait l'équivalent d'une agence spatiale européenne, pour faire court. Donc on a un sujet qui est un peu intermédiaire. Enfin, ce que je dis là est un petit peu à l'emporte-pièce, mais je trouve que voilà, c'est une réflexion qui m'est venue à plusieurs reprises. Les deux questions, c'était finalement, est-ce que vous pouvez, au travers de votre étude actuelle, et puis peut-être aussi toi, Olivier, pour les différents réseaux que tu as évoqués, c'est documenter l'ampleur de ce que représentent ces échanges par rapport à l'activité récurrente. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on est en train de parler de quelque chose de marginal, de quelques pourcents de l'activité de la flotte au titre des réseaux? Est-ce que finalement, le volume de données qui sera produit au travers des partenariats privés, c'est 3 fois rien, ou est-ce que c'est quelque chose de significatif? Je crois que c'est quand même une question qui peut se poser. Et puis, est-ce qu'on pourrait aussi avoir une idée, au-delà de c'est un peu dans le prolongement de la question précédente, au-delà de la question du bon positionnement, et puis au-delà de la question donc éviter les transits, au-delà de la question de la réduction de l'empreinte environnementale, etc., avoir une idée de ce que ça a permis de faire de profondément original qu'on n'aurait pas pu faire sinon. C'est-à-dire que ce soit... Alors sur le privé, j'ai quelques exemples en tête qui me viennent spontanément à l'esprit, mais qui ne sont pas liés à l'activité, à la flotte, mais voilà, pour qu'on ait aussi des éléments de nature attractive sur ces questions de partenariat. Sur le quantitatif, nous on a travaillé sur le fait que ça va être en complément de ce que offre déjà la FOF. Donc on n'a pas forcément une idée quantitative de ce que pourraient apporter ces partenariats, mais on peut complètement l'inclure dans nos recherches à venir pour les mois prochains. Et en ce qui concerne ce que pourraient apporter d'originel ces partenariats et quel type de partenariat ça pourrait être, en fait je pense que ça dépendra aussi des partenaires. Il y en a certains qui peuvent mettre à disposition leur navire pour les scientifiques, potentiellement, et d'autres qui aimeraient plus une coprogrammation entre eux et les scientifiques de l'Ifremer, de la FOF. Donc en fait, ça va dépendre aussi de chacun. Mais effectivement, le fait qu'on en a parlé ce matin, le fait qu'il y ait certains navires qui fonctionnent à la voile, c'est aussi une perspective de décarbonation de la recherche qui peut être intéressante. Mais effectivement, comme on l'a montré aussi, c'est des navires qui sont plutôt petits, ils sont entre 20 et 30 mètres, avec possibilité d'accueillir entre 5 et 10 scientifiques pour la plupart. Il y a quelques exceptions. Mais voilà, donc c'est vraiment, je pense, complémentaire et peut-être à la marge. Mais voilà. Merci. Donc je vais compléter la question par rapport à la question que tu posais, François, sur aujourd'hui ce que ça représente. Moi, j'ai coutume à dire que l'OFEC, c'est pour nous, mais aussi pour à peu près tous nos 5 partenaires, c'est une campagne tous les 2 ans. Donc quand on ramène ça à 30 campagnes hauturières par an, vous voyez ce que ça veut dire. Et ce n'est pas des campagnes très longues en général. Eurofleet, la principale difficulté qui s'est posée, c'est les niveaux de financement à atteindre pour être capable d'avoir un poids significatif dans la programmation des flottes. C'est pareil, les ordres de grandeur qu'on avait identifiés, ce qui a été financé par l'Europe et ce qui a permis de faire le Transnational Access, ça représente 3 à 4%
des budgets de l'ensemble des opérateurs européens qui étaient présents. Donc, pour que ce soit vraiment significatif, il faut qu'effectivement, il y ait il y ait une démultiplication des budgets qui sont en jeu. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que ces partenariats, si on les développe, alors on a parlé de l'optimisation du positionnement des navires, mais je reviendrai sur l'exemple qui a été évoqué hier et sur lequel j'avais légèrement rebondi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'opérer une flûte sismique de très grande longueur. Si on veut aller à 15 km, eh bien, plutôt que d'acheter une flûte de 15 km, c'est dans l'association avec le CSIC en Espagne qu'on arrivera à répondre ponctuellement à une demande qui a été établie. Donc je pense que ces partenariats, ils nous permettent aussi de répondre à finalement ce qui n'est pas la grande majorité des projets qui sont déposés, mais des projets qui peuvent être plus particuliers et pour lesquels on n'a pas de raison d'avoir en propre des moyens extrêmement importants. Sabine ? Merci beaucoup. J'avais juste un commentaire très rapide par rapport à cette question de l'entre-deux. En fait, c'est justement une question qu'on s'est posée. Nous, on avait une façon un tout petit peu différente de formuler le point, mais la façon dont on l'a perçu, ça s'articule avec la question de la souveraineté nationale, à savoir que dans cet entre-deux, en fait, on a un cas où effectivement on a intérêt à collaborer, mais où malgré tout, on n'est pas obligé d'aller sur une mutualisation complète comme dans le cas de l'Agence spatiale européenne, puisque tout en collaborant, chaque État peut disons, développer ses propres moyens sans être obligé de passer à un niveau d'intégration supérieur. Et donc ça permet aussi d'avoir cet aspect de valeur symbolique de la flotte de chaque État, qui fait que ça peut peut-être aussi freiner, en tout cas dans la perception qu'on en a eue, cette idée d'intégration vers une agence européenne des flottes océanographiques. Donc on a vraiment perçu cet entre-deux et on avait une façon un tout petit peu différente de le présenter, mais bien sûr à discuter. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent, mais c'est l'heure de déjeuner. Et il y a beaucoup trop de mains, mais je pense que vous aurez le temps de la discussion cet après-midi. Moi, je voudrais rebondir sur une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la flotte, elle a été bâtie sur 2 dogmes qui ont été... le dogme d'avoir 8 bateaux. Il y a 40 ans, il y avait 8 bateaux hauturiers, et c'était un dogme où l'argent de la FOF, de l'ancêtre de la FOF, allait sur des bateaux de l'État public. Or, actuellement, on est dans un contexte complètement différent. On a en réalité que plus que 3 bateaux disponibles en temps plein, et on voit qu'on n'a pas beaucoup moins de moyens. Et donc, pour continuer à pouvoir disposer de bateaux partout dans le monde, on ne peut pas se permettre de les envoyer faire des tours du monde comme ça. Il va falloir forcément se lancer dans des partenariats. Et alors, pour répondre à la question de François Ollier, bien sûr que les partenariats ne représentent pas grand-chose. Mais justement, c'est parce qu'il faut qu'on casse ce dogme et qu'on arrive à ouvrir la flotte à d'autres partenaires, qui soient privés, comme ça a été présenté, ou d'État, avec les flottes océanographiques d'autres pays qu'on a vus. Et l'arrivée dans le paysage du Michel Rocard, enfin, on ne va pas en parler longtemps, mais c'est quand même quelque chose qui déconstruit ce qui avait été initié avec l'Arctique, la belle coopération avec le Canada, et on a bien vu qu'on aurait pu faire la même chose avec l'Antarctique, avec l'Australie ou l'Italie. Ça a été cité qu'ils avaient des navires disponibles. Donc ce partenariat, je pense qu'il faut vraiment continuer à travailler dessus pour permettre de rayonner avec les moyens limités qu'on a actuellement. On termine là-dessus cette matinée. On se retrouve à 14h et la discussion continue autour du déjeuner et des ateliers de cet après-midi.